Vous n'avez rien compris au football. Vous avez faux si vous pensez que la meilleure équipe du monde c'est la France de 2026, le Real de 2018 ou le Stade de Reims de 1958. Mais bon, si vous pensez ça, c'est que vous êtes vachement vieux. Il y a eu un monde où une sélection mettait à l'amende n'importe quelle équipe sans forcer. Cette équipe elle a bel et bien existé et on va en parler aujourd'hui. Plus précisément de sa construction jusqu'à sa consécration. Alors, mettez vos crampons car aujourd'hui on va parler de la Roja de 2010. Ouais, c'est l'équipe d'Espagne quoi. Amigos, je suis Doriano de la chaîne La Banane. Je suis le meilleur prof d'espagnol du monde, de l'univers et de tous les temps. Ça va de soi. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on est en pleine Coupe du Monde. Et je me suis dit que ça allait être intéressant de reparler d'une époque où la Roja détruisait tout sur son passage. J'avoue que c'était une époque que j'ai connue et qui est même golden. L'été 2010, c'était MW2, Shakira, match de la Coupe du Monde. Et ça, en boucle, en boucle, en boucle. Enfin, l'époque était vraiment folle. Bref, après cette vidéo, vous allez tout comprendre sur ce qui est décrit comme la meilleure sélection de tous les temps. L'équipe d'Espagne de 2010. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et surtout de me dire pour toi quelle est la meilleure équipe de tous les temps. Mais encore une fois, avec tout le respect. Si c'est avec tout le respect, c'est accepté. Bon, tout le monde est prêt, c'est bon? Petit récap historique. Pour comprendre comment l'Espagne est devenue la meilleure équipe de tous les temps, il faut d'abord revenir à la racine, le football en Espagne. En Espagne, le football n'est bien plus qu'un simple sport. C'est une identité, une passion qui traverse toutes les générations. Dans les rues, sur les terrains de quartier, dans les cours d'école, le ballon est omniprésent. Très tôt, les jeunes joueurs développent une relation presque instinctive avec le jeu, basée sur le plaisir, la créativité et la technique. Mais ce qui distingue vraiment le football espagnol, c'est sa philosophie. Contrairement à d'autres pays européens qui privilégient l'impact physique ou le jeu direct, l'Espagne a construit progressivement une culture du ballon. Ici, on valorise la maîtrise, les passes courtes, le mouvement collectif, l'intelligence du jeu. Désolé, je sais pas ce qui m'a pris d'imiter de Fonseca. Bon, l'objectif n'est pas seulement de marquer, mais de contrôler. Enfin, ça c'était plus le cas avant, car je trouve aujourd'hui que le football, peu importe l'équipe, peu importe les sélections, il commence un peu à se ressembler et se lisser. Michael Olise. Cette vision du football s'est notamment développée à travers les grands clubs du pays. Des institutions comme le FC Barcelone ou le Real Madrid ont façonné des générations de joueurs, en imposant des styles de jeu exigeants, techniques et structurés. Le travail de formation, en particulier, a joué un rôle clé. Les jeunes joueurs sont pas formés pour être performants, mais pour comprendre le jeu dans sa globalité. Et cependant, et pendant longtemps, cette richesse ne s'est pas traduite en succès internationaux. L'Espagne était souvent perçue comme une équipe talentueuse, mais incapable de gagner. Du coup, c'était plus une sélection qui séduisait dans le jeu, mais qui échouait au moment de conclure. Malgré les joueurs talentueux, elle se faisait régulièrement éliminer en quart de finale, comme lors de la Coupe du Monde 94 ou à l'Euro 96. Et cette incapacité à franchir des caps, cette image elle a longtemps collé à la peau de la sélection. Et c'est justement là que tout devient intéressant. Parce qu'avant de devenir une nation dominante comme elle est aujourd'hui, l'Espagne elle a dû se construire, se structurer et surtout se définir. J'arrête. Mais alors du coup, une question se pose désormais. D'où vient cette sélection qu'on appelle aujourd'hui la Roja? L'équipe nationale voit officiellement le jour au début du XXe siècle. Son premier grand moment arrive dès 1920, lors des Jeux Olympiques d'Anvers. À ce moment-là, l'Espagne décroche une médaille d'argent. À cette époque-là, la sélection se forge déjà une identité. Une équipe combative, technique, mais encore en construction. Très vite, un surnom va s'imposer, la Roja, la rouge. Je pense que vous aurez compris pourquoi. Pas être Einstein pour comprendre. Mais derrière ce nom devenu mythique aujourd'hui, l'équipe d'Espagne va traverser de longues périodes d'irrégularité. Entre changement de génération, instabilité tactique et contexte politique, la sélection peine à trouver une continuité. Cependant, dans les années 60, l'Espagne connaît un premier succès majeur avec la victoire de l'Euro 1964. Bon, il compte pas celui-là, je rigole. Un titre important, mais qui reste isolé. Car derrière, la sélection espagnole retombe dans ses travers. Une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs, mais rarement capable de s'imposer sur la durée. Et pendant plusieurs décennies, l'Espagne oscille entre espoir et déception. Pourtant, elle produit des joueurs talentueux. Elle développe aussi une identité technique forte, mais sans jamais réussir à bâtir une domination stable au niveau international. Chaque génération semble prometteuse, mais aucune ne parvient réellement à changer l'histoire. Par exemple, lors de la Coupe du Monde 1986, l'Espagne impressionne avec Emilio Butragueño, auteur d'un quadruplé contre le Danemark, avant d'être éliminé en quart de finale. Et à l'Euro 96, malgré une équipe solide, la Roja chute au tir au but contre l'Angleterre. Et en 2002, rebelote, car même avec des joueurs comme Raúl ou Iker Casillas, l'Espagne est éliminée en quart de finale dans un match très controversé contre la Corée du Sud. À chaque fois, c'est le même constat. Du talent, des promesses, mais jamais le déclic pour aller jusqu'au bout. Mais ce qu'on peut retenir parmi tout ça, c'est que la Roja, elle existe bien même. Elle a une histoire, une culture, une identité, et après des décennies de frustration et d'occasions manquées, une nouvelle génération va changer le destin de la Roja. Car le véritable tournant arrive au milieu des années 2000. L'Espagne commence à voir émerger une génération exceptionnelle, formée dans une culture du jeu et bien plus structurée que par le passé. Des joueurs comme Xavi, Iniesta, Casillas ou encore Fernando Torres ne sont pas seulement talentueux, ils
partagent une même vision du football. Mais avant la gloire, il y a quand même eu des échecs. Lors de la Coupe du Monde 2006, l'Espagne impressionne en phase de groupe avec un jeu offensif et maîtrisé. Pourtant, elle est éliminée par la France en 8e. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi le match à ce moment-là, l'Espagne a mis le premier but jusqu'au moment où Ribéry fait une action. Et là, je pense que tous les Français se rappellent de ce commentaire de Thierry Gilardi. Je vous laisse écouter. Et devant Casillas, vas-y mon petit! Que des bons souvenirs, j'avais 9 ans. J'en ai chialé. Des frissons même quand j'en parle, c'est fou. Et cette défaite, c'est une nouvelle désillusion. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé. Le potentiel, il est évident. Et c'est en 2008 que tout bascule. Sous la direction de Luis Aragonès, l'Espagne remporte l'Euro. Un titre fondateur, La Roja développe un style de jeu basé sur la possession, les passes rapides et le collectif. Vous verrez que ces stratégies, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. En finale, elle bat l'Allemagne 1-0 et met fin à plus de 40 ans sans trophée majeur. Cette victoire change tout. Mentalement d'abord, car les joueurs maintenant savent qu'ils peuvent gagner, mais aussi tactiquement. L'Espagne a trouvé son identité, un style clair, maîtrisé, qui repose sur le contrôle du jeu plutôt que sur la réaction. À partir de ce moment-là, La Roja, c'est plus une équipe prometteuse, mais elle devient une référence. Une équipe sûre de sa force, fidèle à ses principes et prête à dominer le football mondial. Et en arrivant à la Coupe du Monde 2010, une chose est claire. Cette Espagne-là, elle vient pas pour apprendre, mais pour marquer l'histoire. Mais pour marquer l'histoire, il faut une grande équipe. Et avant de te dévoiler l'équipe de fou furieux qu'avait La Roja à ce moment-là, abonne-toi. L'Espagne de 2010, ce n'est pas seulement une équipe solide, c'est avant tout une génération de joueurs exceptionnels, parfaitement complémentaires, où chaque profil semble pensé pour servir un collectif supérieur. Au cœur de cette équipe, on retrouve des milieux de terrain légendaires. Xavi, Iniesta et Busquets forment un trio unique dans l'histoire du football. Xavi, c'est le métronome, la vista. Il dicte le rythme, oriente le jeu et enchaîne les passes avec une précision chirurgicale. Iniesta, lui, apporte la créativité, la capacité à éliminer et à faire la différence dans les moments clés. Et derrière eux, il y avait Busquets qui assurait l'équilibre, récupérait les ballons et permettait à l'équipe de ne jamais se désorganiser. Et à l'avant, on peut compter sur une attaque solide. C'est vraiment forte. Et parmi cette attaque-là, il y a un nom qui me revient en tête, David Villa. David Villa, c'est un véritable finisseur. Il est capable de marquer dans n'importe quelle situation. Rapide, intelligent dans ses déplacements, il incarne l'arme offensive principale de la Roja pendant cette compétition. Mais cette équipe, elle serait rien sans sa solidité défensive. Je vais commencer par parler d'Iker Casillas, le capitaine et le gardien de l'équipe. Il était décisif dans les moments importants et il réalise des arrêts cruciaux tout au long du tournoi. Et devant lui, la charnière Puyol-Piqué. Les deux allient l'expérience et la puissance, mais je dois aussi te parler d'un troisième défenseur qui lui est plus un boucher qu'autre chose, Sergio Ramos. Car lui, même s'il était défenseur, il apportait quand même une projection offensive sur le côté droit. Et des joueurs de renom, il y en avait aussi d'autres que j'ai pas cités. Je pourrais vous parler de Fernando Torres, de Xabi Alonso et même de David Silva. Bref, l'équipe, elle était tankée comme jamais. Mais enfin, ce qui rend l'équipe vraiment unique, c'était sa cohésion. La majorité des joueurs venaient soit du FC Barcelone, soit du Real Madrid. Et malgré les rivalités en club, ils arrivaient à s'unir autour d'un objectif commun. Ils se connaissent, jouent ensemble depuis des années et ils partagent tous une compréhension du jeu quasi instinctive. Car en plus d'être une équipe de stars qui joue côte à côte, c'est une équipe où chaque joueur sublime les autres. Et c'est précisément cette alchimie qui fait partie des éléments qui font la différence au plus haut niveau. Et l'autre élément, c'est la stratégie. Ce n'est pas n'importe quelle tactique d'ailleurs. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour le tiki-taka. Cette stratégie, c'est bien plus qu'un simple style de jeu. C'est une philosophie, une manière de voir le football où l'objectif principal n'est pas seulement de marquer, mais de contrôler entièrement le match. Et ça repose sur un principe simple, garder le ballon. C'est tout. L'Espagne enchaîne les passes courtes, rapides, précises, jusqu'à épuiser l'adversaire. Chaque joueur est en mouvement, propose des solutions et participe à la circulation du ballon. Résultat, l'équipe adverse, elle court, mais elle touche jamais le ballon. Et en fait, le mot tiki-taka, ça veut à la base rien dire. C'est une expression qui a été popularisée par un journaliste espagnol, s'appelait Andrés Montes. Ce journaliste, il avait utilisé cette expression pour dire tiki une passe et taka une autre. En fait, c'est juste une onomatopée, c'est tout. Bref, derrière cette stratégie qui est d'apparence assez simple, eh bien, elle cache une exigence énorme. Le placement doit être parfait, les déplacements synchronisés, les prises de décision instantanées. Et une seule erreur technique peut casser toute la dynamique. C'est pour ça que seuls des joueurs avec une intelligence de jeu exceptionnelle peuvent appliquer ce système à la perfection. L'un des grands points forts du tiki-taka, c'est aussi la maîtrise du tempo. L'Espagne décide quand accélérer, quand ralentir ou quand garder le ballon. En fait, elle impose son rythme et ça oblige l'adversaire à s'adapter. Et surtout, ce que j'ai pas dit, c'est que cette tactique, c'est une arme défensive redoutable. Parce que quand t'as le ballon, l'adversaire, il peut pas attaquer.
Logique. En gros, l'Espagne, elle subit pas. Elle empêche tout simplement les autres équipes d'exister. Et en 2010, cette philosophie atteint son apogée. Ce n'est pas un jeu spectaculaire basé sur des scores larges, mais un jeu de domination totale. L'Espagne gagne souvent 1-0, mais avec le sentiment qu'elle contrôle absolument tout. Le tiki-taka, c'est pas seulement une manière de jouer. C'est ce qui a transformé une grande équipe en une équipe légendaire, historique. Et ça, tout le monde allait vite le comprendre lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Sauf que non, c'est un flop. Enfin, juste pour le premier match. Car la Roja chute contre la Suisse sur le score de 1-0. Une défaite surprise, presque incompréhensible au vu de la domination espagnole dans le jeu. L'Espagne a le ballon, impose son rythme, mais n'arrive pas à marquer. Et à ce moment-là, les doutes y reviennent. Et si l'histoire se répétait? Et pendant ce temps-là, l'équipe de France. Pour le match contre la Suisse, il met en lumière à la fois les forces et les faiblesses du tiki-taka. Une domination totale, certes, mais un manque d'efficacité dans les moments clés. L'Espagne, elle contrôle, mais elle ne conclut pas. Et ça, dans une Coupe du Monde, malheureusement, ça ne pardonne pas. Donc du coup, dès le premier match, la Roja allait dos au mur. Et là, elle a plus le droit à l'erreur. Et le deuxième match contre l'Honduras devient crucial. Cette fois, l'Espagne répond présente. Elle impose 2-0 grâce à un doublé de David Villa. Le collectif est toujours aussi dominant, mais avec plus d'intention vers le but. Alors que pendant ce temps-là, l'équipe de France... Bon, lors du troisième match face au Chili, l'Espagne joue sa qualification. Et dans un match intense, elle s'impose 2-1. Une victoire importante, obtenue face à une équipe agressive et bien organisée. Malgré la pression, la Roja montre qu'elle a appris à gérer ses moments. Au final, l'Espagne termine première de son groupe. Mais plus que les résultats, les phases de poule racontent quelque chose d'important. Cette équipe, elle est pour l'instant pas parfaite, mais elle sait réagir. Et c'est justement cette capacité à s'adapter qui va faire toute la différence pour la suite de la compétition. À partir des huitièmes de finale, la Coupe du Monde change complètement de dimension. Chaque match est important et la moindre erreur peut amener à l'élimination. Pour l'Espagne, la pression est maximale car cette équipe n'a plus le droit de décevoir. Et en huitième de finale, la Roja, elle affronte pas n'importe qui car elle affronte le Portugal de CR7 et de Pep. Les deux équipes se neutralisent pendant une grande partie de la rencontre. Dans un duel marqué par l'intensité et la prudence. Mais à ce niveau-là, il suffit juste d'une action pour faire basculer le match. L'Espagne finit par s'imposer 1-0 grâce à un but de David Villa. Une victoire courte mais précieuse qui valide la montée en puissance de la Roja dans les matchs à élimination directe. En quart de finale, l'Espagne rencontre le Paraguay. Le match est tendu, physique et les occasions sont rares. Le tournant arrive en deuxième période. Casillas réalise un arrêt décisif sur penalty, ce qui maintient l'Espagne en vie. Quelques minutes plus tard, David Villa trouve la faille et inscrit le but de la qualification. Une nouvelle victoire 1-0, arrachée dans la douleur, mais avec un sang-froid total dans les moments clés. En demi-finale, l'Espagne affronte l'Allemagne, l'une des équipes les plus redoutées du tournoi. Mais cette fois, le contexte est différent. La Roja ne subit pas, elle impose son jeu avec autorité. Grâce à un but de Carles Puyol sur corner, l'Espagne s'impose 1-0 dans un match maîtrisé tactiquement du début jusqu'à la fin. Face à cette grande nation, elle prouve qu'elle n'est plus seulement une équipe talentueuse, mais une équipe capable de dominer les plus forts sur la scène internationale. Et à ce stade, quelque chose est devenu évident. L'Espagne, elle ne brille pas tout le temps pour son spectacle ou des scores larges, mais elle contrôle ses matchs avec une maturité impressionnante. Elle avance sans trembler en effaçant chaque obstacle un à un. Et d'ailleurs, le dernier obstacle, ce n'est pas n'importe qui, car elle va affronter les Pays-Bas. Le 11 juillet 2010, l'Espagne entre dans l'histoire en disputant la toute première finale de Coupe du Monde de son histoire. Face à elle, les Pays-Bas, une équipe physique, agressive et déterminée à briser le jeu espagnol. Et là encore, le roster il est quand même blindé de légendes. Van Persie, Schneider et Robben font partie de l'équipe du Pays-Bas. Donc le ton, il est donné. Ce ne sera pas une finale facile. Pour ceux qui l'ont vécu, c'était un match longuissime, car le match, il est extrêmement fermé, tendu, presque brutal par moments. Les Néerlandais multiplient les fautes pour casser le rythme de tiki-taka, tandis que l'Espagne tente de garder son identité malgré la pression et l'enjeu colossal. Mais malgré la possession, aucune des deux équipes n'arrive à faire la différence dans le temps réglementaire. Plus le match avance, plus la tension devient insoutenable. Chaque action peut faire basculer une Coupe du Monde entière. Et d'ailleurs, Casillas, il doit intervenir à plusieurs moments. Et son intervention, elle maintient l'Espagne en vie. Et de plus, les occasions espagnoles se font rares, mais dangereuses. Finalement, la décision se fait à la fin des prolongations. À la 116e minute, Andrés Iniesta reçoit le ballon dans la surface et déclenche une frappe qui change tout. L'Espagne vient de marquer le but le plus important de son histoire. J'ai des putains de frissons, quoi. C'est un truc de fou. Ce but libère toute
un pays. La Roja devient championne du monde pour la première fois. Après des décennies d'échecs, de frustration et de doutes, l'Espagne atteint enfin le sommet du football mondial. Mais au-delà du titre, c'est une idée qui triomphe, celle du football basé sur la maîtrise, la patience et la cohésion d'équipe. En 2010, et peu importe les langues, les tensions politiques ou les différences régionales que peuvent avoir l'Espagne, pendant quelques semaines, et plus particulièrement sur cette soirée du 11 juillet, tous les Espagnols ne faisaient plus qu'un derrière une équipe, la Roja. Ah là 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 là, quelle époque les amis, c'était fou. En 2010 j'avais 13 ans et je me rappelle encore de ce sentiment là de putain si on tombe sur l'Espagne c'est mort. Bon après nous fallait déjà peut-être qu'on sorte du bus. On sentait vraiment chez eux une invincibilité hors du commun, c'était juste inadmissible. Et d'ailleurs cette invincibilité là on l'a ressenti aussi deux compétitions, celle qui la précède donc l'Euro 2008 et celle qui la succède l'Euro 2012. À ce moment là pendant 6 ans l'Espagne elle roulait vraiment sur tout le monde. De 2008 jusqu'à 2012, de ma 6e jusqu'à ma 3e, j'ai vu l'Espagne aplatir le monde avec leur tiki-taka. Et du coup, j'ai pas osé parler de l'Euro 2008 et de l'Euro 2012 parce qu'il y a déjà une vidéo qui a été faite il y a d'ici là 2 ans et j'ai pas voulu plagier ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, la vidéo, elle est très bien, je vous conseille d'aller la voir. Bon les amis, c'est tout pour moi. Si ça vous a plu, abonne-toi et un like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à dire en commentaire pour toi quelle est la meilleure équipe du monde. Pour moi, je pense que la France de 2026 actuellement, c'est probablement la meilleure équipe du monde, au-dessus de celle de l'Espagne de 2010. Mais bon, maintenant, il faut voir aussi les résultats sur les années. Bon, c'est tout pour moi, on se dit à très vite, adios, amigos.